Lorsque le média chinois Sohu écrit que l'Ukraine peut être enterrée, cela ne sonne pas comme un débordement émotionnel, ni comme la schadenfreude d'un concurrent géopolitique, mais plutôt comme le sobre constat médical d'un médecin légiste qui certifie le décès d'un patient. Et savez-vous ce qui est le plus effrayant? Ce constat ne repose ni sur les spéculations d'analystes pékinois, ni sur la propagande russe, mais sur les propos de Volodymyr Zelensky lui-même, qui a publiquement admis que l'Ukraine ne peut se permettre d'entretenir une armée de 800 000 hommes après la fin du conflit avec la Russie. Réfléchissez bien à ces mots. Le chef d'un État en guerre déclare que son pays est incapable d'entretenir ses propres forces armées. Il ne s'agit pas simplement d'un problème financier, c'est la reconnaissance de l'incapacité factuelle de l'État en tant que tel. Et les Chinois, qui observent ce conflit de l'extérieur, sans les œillères de la propagande occidentale et sans l'hystérie des chaînes patriotiques russes, voient ce que les médias européens et américains tentent désespérément de dissimuler derrière des reportages triomphants sur de nouvelles livraisons d'armes et des discours sur une future victoire. Ils voient que Kiev est financièrement morte. Ils voient que la position de négociation de l'Ukraine n'a pas été tuée par des intrigues politiques, mais par la situation réelle sur le champ de bataille. Ils voient que l'Occident est pris dans un piège parfait, soit donner encore plus d'argent, transformant l'Ukraine en gouffre financier sans fond, soit forcer Kiev à capituler et reconnaître l'échec de tout le projet. Et aujourd'hui, nous allons suivre les trois lignes de cet effondrement. La ligne financière, où l'impossibilité d'entretenir une armée se transforme en impossibilité d'exister en tant qu'État. La ligne politique, où la fracture entre les États-Unis et l'Union européenne montre que même les alliés ne parviennent pas à s'entendre sur la manière de se partager le cadavre. Et la ligne stratégique, où l'absence de choix pour l'Occident se heurte à l'inévitabilité de conditions strictes de la part de la Russie. La seule vraie question est, combien de temps l'Occident continuera-t-il à alimenter ce cadavre financier et que se passera-t-il quand l'argent viendra définitivement à manquer? Cet aveu n'a pas été fait dans les coulisses, ni lors d'un entretien privé avec des conseillers, mais publiquement, lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre du Portugal. Imaginez la scène. Zelensky se tient aux côtés du chef du gouvernement d'un pays de l'Union européenne et déclare que son pays ne peut pas se permettre d'entretenir sa propre armée. Mais pour comprendre toute l'ampleur de la catastrophe, il faut connaître le contexte. Juste avant cela, les pays de l'Union européenne n'ont pas réussi à s'entendre sur l'octroi à l'Ukraine d'un prêt dit de réparation financé par les avoirs russes gelés. Il s'agissait d'une somme colossale, environ 200 milliards d'euros. Ce n'était pas simplement de l'argent, c'était une tentative de résoudre le problème ukrainien d'un seul coup, de créer un coussin de sécurité financière pour les années à venir. Mais le plan a échoué. Les Européens n'ont pas réussi à se mettre d'accord entre eux, les problèmes juridiques se sont révélés insolubles, la volonté politique s'est évaporée sous la pression de la réalité. Et au lieu de 200 milliards, Kiev s'est vu proposer un lot de consolation, un prêt de 90 milliards d'euros. Vous saisissez la différence? Pas de 100, mais 90. Plus de 2 fois moins. Et c'est un prêt qu'il faudra rembourser, pas une aide gratuite. Mais même cet argent ne suffit manifestement pas à Zelensky, qui s'est donc transformé en mendiant itinérant, parcourant les capitales européennes pour quémander des fonds supplémentaires. Lisbonne, Bruxelles, Paris, Berlin, partout la même rengaine, les mêmes mains tendues. Et le média chinois Sohu résume cette situation avec une précision assassine. Zelensky a secoué la tête et dit que le pays n'aurait pas les ressources financières. Autrement dit, il ne reste à l'Ukraine que son dernier slip. Voilà la vérité sans phare. Ce n'est pas une métaphore grossière, c'est une description exacte de la situation. Et le symbolisme de cet aveu est tout simplement monstrueux. Le chef du régime qui, pendant 2 ans et demi, a parlé de victoire, de reconquête de tous les territoires, d'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne, déclare soudainement publiquement qu'il ne peut pas entretenir sa propre armée. C'est la reconnaissance de l'incapacité factuelle de l'État. Comprenez-vous ce que cela signifie? Un État existe pour protéger ses citoyens, assurer la sécurité, entretenir une armée et une police. S'il ne peut pas le faire, ce n'est plus un État, mais une notion géographique avec un drapeau. Faisons un peu d'arithmétique, car les chiffres parlent ici plus fort que toutes les déclarations politiques. Les experts chinois ont fait des calculs et sont arrivés à des conclusions qui ressemblent à un verdict. Selon leurs estimations, l'entretien d'un militaire ukrainien coûte environ 50 000 $ par an.
il ne s'agit pas seulement d'un salaire, mais de l'ensemble des dépenses, soldes proprement dites, équipements et uniformes, nourriture, soins médicaux, logistique, maintenance technique, réparation des casernes et installations militaires, communication, transport. 50 000 dollars par personne. Multiplié par 800 000 personnes, cela donne 40 milliards de dollars par an. 40 milliards. Et maintenant, le plus intéressant, cela représente près de 18% du produit intérieur brut de l'Ukraine en 2024. 18%. Pour que vous compreniez l'ampleur de la folie de ce chiffre, comparons avec d'autres pays. Les États membres de l'OTAN dépensent en moyenne environ 2% de leur PIB pour la défense. Et même ce chiffre est considéré comme élevé. De nombreux pays peinent à l'atteindre. La Russie, qui mène une opération militaire spéciale et augmente ses dépenses militaires, consacre environ 6% de son PIB à la défense. Les États-Unis, qui possèdent l'armée la plus puissante du monde et maintiennent des bases militaires partout dans le monde, dépensent environ 3,5% de leur PIB. Même en temps de grandes guerres et conflits, un taux de 6 à 7% est considéré comme très élevé. Et là, nous parlons de 18. C'est le niveau d'une mobilisation totale de l'économie, où tout fonctionne pour la guerre, où le secteur civil est étouffé, où la production est réduite, où tout le pays est transformé en une grande base militaire. Et le plus effrayant, de tels indicateurs ne peuvent être maintenus longtemps sans un effondrement total du secteur civil. Qu'est-ce que cela signifie en pratique pour l'Ukraine? Cela signifie que le pays ne produit presque rien, à part la guerre. Toute l'économie, toutes les ressources, toutes les forces sont consacrées à l'entretien de l'armée. Mais même cela ne suffit pas. Même quand 18% du PIB vont à l'armée, ce n'est toujours pas assez sans les apports constants de l'Occident. Ce n'est pas une économie, c'est une agonie. Mais tandis que Kiev s'enfonce dans l'abîme financier, ses protecteurs occidentaux ne parviennent même pas à s'entendre entre eux sur la manière exacte d'enterrer ce projet. Les divergences entre les États-Unis et l'Union européenne sur l'avenir de l'Ukraine se sont transformées en véritable farce. Bruxelles insiste pour maintenir l'armée ukrainienne à 800 000 hommes. Les Européens considèrent cette armée comme une garantie de sécurité, comme un mur entre la Russie et l'Europe, comme un instrument de dissuasion contre Moscou. Dans leur logique, l'armée ukrainienne doit devenir un facteur permanent de pression sur la Russie, une menace constante qui maintiendra le Kremlin sous tension. Washington voit la question différemment. Les Américains veulent réduire les forces armées ukrainiennes à 600 000 hommes. La raison est simple et cynique: l'argent. Entretenir 800 000 coûte trop cher, il faut réduire les dépenses et transférer une partie du fardeau financier aux Européens. La logique américaine est extrêmement pragmatique. Nous avons déjà dépensé suffisamment, maintenant que les Européens paient, s'ils ont tant besoin de l'armée ukrainienne. Derrière ce différend ne se trouve pas une stratégie militaire, ni des considérations de sécurité, mais une simple arithmétique financière. Qui paiera pour cette armée? Les Européens disent 800 000, mais sous-entendent que ce sont les Américains qui paieront. Les Américains disent 600 000 et sous-entendent que le reste est le problème des Européens. Et c'est dans ce contexte de marchandage qu'a retenti l'aveu de Zelensky qui a transformé tout le débat en plaisanterie dérisoire. Parce que l'Ukraine ne peut entretenir ni 800 000, ni 600 000 sans apport constant de l'Occident. Ni l'une ni l'autre option n'est possible sans financement extérieur. Imaginez le tableau. Deux parties se disputent sur l'effectif d'une armée étrangère que le pays lui-même n'est pas en mesure d'entretenir, et aucune des deux parties n'est prête à assumer le financement complet. Parlons maintenant d'un niveau qualitativement nouveau de dépendance ukrainienne vis-à-vis de l'Occident. Auparavant, au début du conflit, Zelensky demandait des armes. Des systèmes de défense anti-aérienne, des chars, de l'artillerie, des munitions, des avions. C'était une aide matérielle, un soutien militaire d'un allié. L'Occident fournissait les outils de guerre et l'Ukraine devait se battre. La logique était claire: nous vous donnons les moyens de lutter et vous luttez. Mais maintenant, les demandes ont changé. Maintenant, Zelensky dit ouvertement qu'il a besoin d'argent pour la nourriture. Pas au sens figuré, mais littéralement. De l'argent pour la nourriture, pour les salaires des militaires, pour l'entretien de l'armée, pour le paiement des dépenses courantes de l'appareil d'État. C'est déjà un tout autre niveau de dépendance. Ce n'est plus un allié qui aide avec des armes. C'est un donateur qui paie les salaires des soldats, la nourriture dans les cuisines de campagne,
les services publics dans les casernes, les pensions des vétérans, les salaires des fonctionnaires. C'est la transformation d'un partenaire en personne à charge, qui dépend d'un budget étranger et ne peut survivre sans transfert d'argent constant. Comment cela est-il perçu en Occident? L'Union européenne a promis 90 milliards d'euros sous forme de prêts et de subventions. Les États-Unis envisagent un autre paquet d'aides d'environ 61 milliards de dollars. Et la majeure partie de ces fonds est destinée précisément à l'entretien direct des forces armées ukrainiennes. Pas pour l'achat de nouveaux systèmes d'armement, pas pour la modernisation de l'armée, mais simplement pour payer les salaires et nourrir les soldats. Mais même cela ne suffit pas. Zelensky parcourt déjà les capitales pour demander des sommes supplémentaires. 90 milliards d'euros et 61 milliards de dollars, c'est déjà plus de 150 milliards de dollars. Et même cela n'est pas suffisant. Et c'est ici que nous arrivons au moment le plus douloureux pour les élites occidentales, la lassitude de leur propre population. Car tandis que les politiciens à Bruxelles et Washington continuent de parler de soutien à l'Ukraine jusqu'à la victoire, leurs propres citoyens expriment de plus en plus ouvertement leur mécontentement face aux dépenses sans fin pour une guerre étrangère. Ce ne sont pas des protestations marginales de radicaux, c'est un phénomène de masse qui touche de plus en plus de pays et de groupes sociaux. Allemagne, les agriculteurs allemands ont manifesté contre les dépenses militaires. Ils ont bloqué des routes, organisé des manifestations, exigeant du gouvernement qu'il cesse de financer l'Ukraine et consacre l'argent au soutien de sa propre agriculture. Leur logique est simple et compréhensible. Pourquoi l'argent va-t-il aux soldats ukrainiens et non aux agriculteurs allemands? France, les forces de droite, menées par Marine Le Pen et Éric Zemmour, ont ouvertement appelé à suspendre l'aide à Kiev et à consacrer les fonds à la résolution des problèmes intérieurs. La crise migratoire, la hausse de la criminalité, l'inflation, les problèmes des banlieues, tout cela nécessite de l'argent, et l'argent part dans le trou noir ukrainien. États-Unis, démocrates et républicains se sont livrés une véritable bataille autour du dernier paquet d'aide à l'Ukraine. L'aile conservatrice du Parti républicain exigeait une réduction des dépenses, pointant leurs propres problèmes. La crise migratoire à la frontière sud, l'inflation, la croissance de la dette publique. Ce ne sont pas des phénomènes marginaux, ce sont les symptômes d'un mécontentement profond et croissant. Les sociétés occidentales sont fatiguées d'une guerre qui ne les concerne pas directement. Elles sont fatiguées de la payer de leur poche à travers les impôts et l'inflation. Et ce mécontentement influence directement la politique. Les gouvernements des pays occidentaux craignent de perdre le soutien électoral. Ils voient monter les cotes des radicaux de droite et de gauche qui exploitent le thème de l'aide ukrainienne. Le média chinois Sohu a formulé le dilemme de l'Europe avec une clarté extrême. Si elle cesse l'aide, l'Ukraine s'effondrera. Si elle l'augmente, cela provoquera le mécontentement des Européens. L'Europe se trouve dans un piège parfait dont il n'y a pas de bonne sortie. Ce n'est pas un choix entre une décision correcte et une incorrecte, c'est un choix entre deux catastrophes. Regardons la première option, l'arrêt de l'aide. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe? Premièrement, l'effondrement immédiat du régime de Kiev, qui sans l'argent occidental ne tiendra pas quelques mois. Deuxièmement, la perte de tous les fonds investis. Et ce sont déjà des centaines de milliards d'euros qui s'évaporeront simplement. Troisièmement, un coup de réputation colossal. L'Europe a abandonné un allié, trahi un partenaire, reconnu sa défaite face à la Russie. Quatrièmement, l'éventuelle arrivée au pouvoir à Kiev de forces pro-russes, ce qui signifierait une réorientation complète de l'Ukraine vers Moscou. Pour les élites européennes, c'est inacceptable. Elles ont trop investi dans ce projet, trop misé. Maintenant, la deuxième option, l'augmentation de l'aide. Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, la poursuite de la croissance des déficits budgétaires des pays européens, dont beaucoup sont déjà au bord de la crise financière. Deuxièmement, le renforcement du mécontentement social, la montée des sentiments de protestation, le renforcement des positions des partis radicaux. Troisièmement, le risque d'une crise politique au sein même de l'Europe, lorsque les gouvernements tombent à cause d'une politique impopulaire sur l'Ukraine. Quatrièmement, la perspective d'entretenir l'Ukraine non pas 1 ou 2 ans, mais pendant des décennies, en la transformant en fardeau financier permanent. Les dirigeants européens comprennent que les deux voies mènent à la catastrophe. C'est pourquoi ils tentent de trouver une troisième voie, naviguant entre Charybde et Scylla. Ils accordent des prêts au lieu de subventions,
pour que formellement l'argent soit remboursable. Ils étalent les paiements dans le temps pour ne pas frapper le budget d'un seul coup avec de grosses sommes. Regardons maintenant l'autre côté de l'équation. Pendant que l'Occident se dispute sur l'argent, pendant que Kiev quémande de nouvelles tranches, pendant que les Européens se tourmentent dans l'étau de leurs propres dilemmes, la Russie fait méthodiquement son travail. Les troupes russes poursuivent leur offensive, lentement mais sûrement, progressant. La ligne de front avance, les positions ukrainiennes s'effondrent, les villes et villages passent sous contrôle russe, et le plus important, le temps joue pour Moscou. Chaque jour, l'armée ukrainienne devient plus faible, les réserves fondent, le potentiel de mobilisation s'épuise. L'aide occidentale arrive avec des retards, en volumes insuffisants, souvent de qualité inférieure à ce qui est nécessaire. La situation intérieure à Kiev devient de plus en plus instable. L'économie est en ruine, la société est fatiguée de la guerre, les élites politiques se déchirent entre elles pour les ressources restantes. La Russie peut se permettre de ne pas se presser avec les négociations. Pourquoi négocier maintenant, quand dans 3 mois les positions de l'Ukraine seront encore plus faibles? Pourquoi faire des compromis aujourd'hui, quand dans 6 mois on pourra dicter les conditions? Moscou voit parfaitement ce qui se passe en Occident. Les disputes sur l'argent, la lassitude de la population, les divergences politiques. Elle comprend que la volonté de l'Occident de financer l'Ukraine diminue chaque mois. Elle sait que Kiev ne tient qu'à un fil et que ce fil peut se rompre à tout moment. C'est pourquoi la stratégie russe est simple. Presser, presser et encore presser, sans donner de répit à l'Ukraine, sans permettre à l'Occident de se consolider, en augmentant constamment les enjeux. Et c'est dans ce contexte que résonne le pronostic du média chinois Sohu. Dans les prochains mois, l'Ukraine pourrait être contrainte d'accepter les conditions strictes de la Russie. Et c'est ici que nous arrivons au noyau conceptuel de tout ce qui se passe. Le média chinois Sohu constate: l'initiative de négociation de l'Ukraine a depuis longtemps été tuée par la situation sur le champ de bataille. Analysons ce que cela signifie. Les négociations sont un marchandage, un échange, un compromis. Pour des négociations réussies, il faut des atouts, des arguments, de la force. Kiev n'a plus rien de tout cela. Il ne peut pas changer la situation par la voie militaire, l'armée est épuisée, les réserves s'amenuisent, l'équipement est détruit plus vite qu'il n'arrive de nouveaux matériels. Il ne peut pas tenir financièrement sans aide, c'est ce que Zelensky lui-même a dit directement. Il ne peut pas mobiliser politiquement la société, les gens sont fatigués, le moral baisse, les contradictions internes s'aggravent. Dans de telles conditions, les négociations se transforment d'un processus de recherche d'une solution mutuellement acceptable en une formalité, en une procédure d'officialisation de la capitulation. On ne discute plus de la question comment vaincre, mais de la question à quelles conditions se rendre. Pas comment défendre ses intérêts, mais comment minimiser les pertes. C'est cruel, c'est cynique, mais c'est la réalité que voit à Pékin. La Chine observe ce conflit de l'extérieur, sans émotion, sans œillères idéologiques. La Chine n'a pas intérêt à la victoire de l'un ou l'autre camp, mais elle est intéressée par la stabilité, par la fin d'une guerre qui déstabilise l'économie mondiale. C'est pourquoi les analystes chinois donnent l'évaluation la plus sobre. L'Ukraine a perdu. Pas au sens moral, pas au sens de la propagande, mais au sens le plus pratique. Elle n'a pas les ressources pour continuer la lutte, pas de perspective de changer la situation, pas d'atout pour négocier. Elle a perdu militairement, parce qu'elle ne peut pas arrêter l'offensive russe. Elle a perdu économiquement, parce qu'elle ne peut pas entretenir sa propre armée. Elle a perdu politiquement, parce qu'elle a perdu l'initiative et s'est transformée en marionnette qui danse tant que l'Occident paie les musiciens. Parlons maintenant de ce qui attend concrètement l'Ukraine quand le moment de vérité arrivera enfin. Quelles conditions la Russie peut-elle poser? Premièrement, la reconnaissance des nouveaux territoires. Les 4 régions qui sont déjà entrées dans la Fédération de Russie resteront russes. Ce n'est pas un sujet de discussion, c'est un fait établi. Plus la Crimée, qui pour Moscou n'a jamais été une question. Deuxièmement, la démilitarisation. Réduction drastique des forces armées ukrainiennes, limitation sur l'armement lourd, interdiction de déployer des bases militaires étrangères. Si l'on parle actuellement de 800 ou 600 000, après l'accord, il pourrait en rester 2 à 300 000, pas plus. Troisièmement, la dénazification. C'est un terme vague, mais il recouvre un contenu bien concret. Changement de cap politique,
interdiction de certaines organisations et idéologies, peut-être changement de pouvoir ou, au minimum, un sérieux remaniement de l'élite politique. Quatrièmement, le statut neutre. Renonciation à l'adhésion à l'OTAN, renonciation aux alliances militaires avec l'Occident, peut-être inscription de la neutralité dans la Constitution. Cinquièmement, garantie des droits de la population russophone. Statut officiel de la langue russe, protection des droits culturels et linguistiques, peut-être fédéralisation ou autonomie pour les régions russophones. Ces conditions sont inacceptables pour Kiev. Elles rayent de la carte tout le projet des 10 dernières années, toute la rhétorique sur le choix européen, toute l'idéologie du nationalisme ukrainien. Mais il n'y a pas le choix. Soit accepter ces conditions et au moins préserver les restes de l'étaticité, soit continuer la guerre jusqu'à l'effondrement total. Rassemblons maintenant toutes les lignes de cette analyse pour voir le tableau complet de l'effondrement. L'aveu de Zelensky sur l'impossibilité d'entretenir une armée de 800 000 hommes n'est pas simplement une phrase malheureuse lors d'une conférence de presse, c'est la reconnaissance publique de l'incapacité de l'État. Les mathématiques de l'effondrement sont impitoyables. 18% du PIB pour l'armée, 40 milliards de dollars par an, et malgré cela, l'argent manque toujours. Ce n'est pas une économie, c'est une agonie. La fracture entre les États-Unis et l'Union européenne sur la question de l'effectif de l'armée ukrainienne montre que même les alliés ne peuvent pas s'entendre, parce que personne ne veut payer ces factures. Le passage des demandes d'armes aux demandes d'argent pour la nourriture démontre la transformation de l'Ukraine d'un partenaire en personne à charge qui dépend du budget occidental. La lassitude des sociétés occidentales, les protestations des agriculteurs en Allemagne, les exigences de la droite en France, les débats au Congrès américain, tout cela est symptomatique du fait que la patience des contribuables s'épuise. L'impasse européenne, où l'arrêt de l'aide signifie l'effondrement de l'Ukraine, et l'augmentation, le mécontentement des Européens, montrent le caractère sans issue de la situation. L'avantage russe sur le champ de bataille et la volonté de ne pas se presser avec les négociations signifient que le temps joue contre Kiev. La constatation chinoise selon laquelle l'initiative de négociation a été tuée par la situation sur le champ de bataille résonne comme un constat médical. Le patient est mort. Et voici la conclusion principale qui découle de toute cette analyse. Quand le chef d'un État reconnaît publiquement qu'il ne peut pas entretenir sa propre armée, et que les analystes chinois écrivent qu'il ne reste à l'Ukraine que son dernier slip, cela signifie une chose. Le projet appelé Ukraine en tant que sujet indépendant de la politique internationale est terminé. Il ne reste plus qu'à officialiser la capitulation, convenir des conditions, signer les papiers. Tout le reste n'est plus une lutte pour la victoire, mais un marchandage sur le prix de la défaite. Combien de temps encore l'Occident continuera-t-il à injecter de l'argent dans ce cadavre financier? 1 mois? 3? 6 mois? Quand les Européens et les Américains seront-ils définitivement fatigués de payer pour une guerre étrangère et exigeront-ils de leur gouvernement de mettre fin à cette folie? Et qu'adviendra-t-il de Zelensky quand l'argent viendra définitivement à manquer? Et il viendra à manquer. C'est inévitable? Lorsque le média chinois Sohu a écrit que l'Ukraine pouvait être enterrée, cela n'a pas résonné comme la schadenfreude d'un observateur, ni comme la propagande d'une partie intéressée, mais comme le sobre constat médical d'un médecin légiste. Le patient est mort, la réanimation est inutile, il ne reste plus qu'à choisir qui paiera les funérailles. L'Europe avec ses milliards ou l'Ukraine elle-même avec son dernier slip.